Il était blessé à la cheville. Pourquoi il aurait enlevé ses boots et se serait lancé dans une marche de Dieu sait combien de kilomètres? The FBI continues to investigate to find out if Alonzo may have been the victim of a hate crime. Quelque chose qui cloche là-dedans. Le shérif nous disait, il va rentrer d'un moment à l'autre. C'est un jeune, il doit être en train de se balader. Et je me rappelle lui avoir dit, vous connaissez beaucoup de gens qui se baladent sans chaussures? Elle voit quelque chose. Et ce qu'elle voit est plutôt perturbant. Bonjour à tous, c'est Lionel. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle affaire mystérieuse. Donc je vais vous raconter en détail cette histoire dans quelques instants. J'ai créé un hashtag DM Camille, ce qui veut dire disparition mystérieuse Camille. Ça permet tout simplement de retrouver plus facilement mes vidéos sur YouTube. Pour les nouveaux arrivants, ceux qui découvrent mon travail avec cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vais démarrer avec la présentation des faits. On va remonter en 2004 et on va partir au Kansas, un état du Midwest américain. Et je vais vous présenter maintenant Alonzo Brooks. D'origine mexicaine par sa mère et afro-américaine par son père, Alonzo Brooks a 23 ans à l'époque. Zo, comme on le surnomme, est le plus jeune d'une fratrie de 5 enfants. Alonzo a un grand frère appelé Billy et aussi 3 sœurs. Les enfants Brooks ont tous grandi à Topeka, la capitale du Kansas. Tous ont été élevés par leur mère appelée Maria, dont le nom de famille est Ramirez. Dans sa jeunesse, Alonzo a toujours été très sportif et athlétique. Il adorait le karaté et aussi le football qu'il pratiquait avec son meilleur ami Rodney English. Rodney vivait dans la même rue qu'Alonzo et tous les deux étaient inséparables. Quand Billy, le grand frère d'Alonzo, a quitté la maison, Alonzo et Maria, sa mère, ont déménagé et se sont installés à Gardner, une petite ville de 19 000 habitants dans la grande banlieue de Kansas City. Durant son enfance, Alonzo est un jeune homme gentil et plutôt timide. Son grand frère Billy a d'ailleurs essayé de l'endurcir parce qu'il voulait s'assurer que Alonzo ne se laisserait jamais faire par les autres. À la fois drôle et poli, Alonzo s'entend bien avec tout le monde. Il aime s'habiller et que ses vêtements soient bien repassés. Sa couleur préférée est le rouge, la couleur des Chiefs, l'équipe de football américain de Kansas City. Alonzo porte presque toujours des vêtements rouges ou noirs, des boots aux pieds et aussi un bonnet, qu'il porte souvent au ras des yeux. À Gardner, Alonzo travaille à l'entretien des espaces verts et il mène une vie plutôt tranquille. Très proche de sa mère, Maria, avec qui il vit, Alonzo a beaucoup d'amis. Alonzo aime la bière Budweiser, qui n'est pas terrible, soit dit en passant, et aussi les cigarettes Newport. Mais il sort assez peu au fond. C'est un gars qui est assez tranquille. Et il faut dire aussi qu'il n'a pas le permis de conduire. Le samedi 3 avril 2004, c'est le week-end. Et Alonzo annonce à sa mère, Maria, qu'il compte sortir. Alonzo ne sort pas beaucoup, mais bon, de temps en temps, il en profite, il fait la fête. Et c'est ce qu'il compte faire ce soir-là. Apparemment, il y a une soirée d'organiser. Un gars fête son départ à l'armée et tout le monde y va. Entre guillemets, c'est ce qu'il dit à sa mère. Tout le monde y va. Ça va être la grosse soirée, la grosse fiesta du week-end. En fait, c'est Justin Sprague, un copain d'Alonzo, qui lui a proposé de venir. Justin, c'est un gros fêtard. Voilà, tous les week-ends, il fait la Java. Et là, il a entendu parler de cette grosse teuf. Il va vraiment y avoir une teuf ce samedi soir. Tout le monde y sera. Justin a donc fait passer le mot à tous ses potes de soirée habituels, qui s'appellent Daniel Fune, Tyler Brogan, un certain Adam et aussi Alonzo. Alonzo connaît plusieurs gars de la bande, il est pote avec eux, notamment Daniel et Tyler, parce qu'il a joué au basket et au foot avec eux. Mais en général, il ne participe pas à leurs sorties, parce que c'est un gars qui est plutôt calme, voilà, il n'aime pas trop sortir, et aussi parce qu'il est plus âgé qu'eux. Alonzo a 23 ans alors que les autres gars de la bande ont dans les 18 ans. Donc le samedi 3 avril 2004 après-midi,
Justin passe chercher Alonso chez lui, donc avec sa voiture, parce que Justin a le permis. Et ce jour-là, Alonso porte une tenue qu'il porte souvent, un jean, une chemise et un bonnet. Au pied, il a, comme toujours, des boots. Détail particulier, Alonso a enfilé 2 paires de chaussettes et il en a replié une par-dessus ses boots pour les resserrer. Pour une raison assez simple, en fait, il s'est blessé récemment à la cheville en jouant au basket. Il a un petit peu mal, il boite un petit peu, donc il a mis 2 paires de chaussettes pour que ce soit un peu moins douloureux. Une fois qu'il est prêt, Alonso dit au revoir à sa mère, Maria, dont il est très proche, et il part ensuite en compagnie de Justin. Et il est prévu que Justin Sprague ramène Alonso chez lui après la soirée. Justin et Alonso retrouvent donc leurs copains, Daniel et Tyler, et ils commencent à faire la fête dès l'après-midi. Voilà. Ils boivent quelques bières, ils fument des cigarettes, ils s'amusent. Voilà. Et vers 21h, c'est l'heure de partir à la fameuse soirée, la grosse stuff qui est organisée le samedi soir. Les copains se répartissent tous dans plusieurs voitures. Et Alonso monte dans la voiture de Justin. Donc là, tout le monde part à la fête, l'ambiance est bonne. Voilà, c'est une ambiance entre potes. Tout le monde est très content d'aller à la fameuse soirée qui est organisée à La Cygne. La Cygne, c'est une petite bourgade rurale à environ 70 km au sud de Gardner. Et il faut préciser que Justin, Alonso et les autres copains ne sont jamais allés à La Cygne. Vers 22h, le groupe de potes arrive donc à La Cygne. La Cygne, c'est vraiment un petit patelin perdu au fin fond du Texas. Son nom est d'origine française. Apparemment, le cygne, c'est le symbole de la ville. Et en réalité, la soirée n'est même pas organisée dans La Cygne, mais en dehors du bled, dans une vieille ferme isolée en pleine campagne. Donc voilà, c'est une ambiance assez particulière quand ils arrivent. Non seulement il fait nuit noire, mais voilà, on est en pleine campagne, on est un peu loin de tout. C'est un endroit où ils ne sont jamais venus auparavant. C'est un petit peu sinistre quelque part, mais bon, eux ils sont là pour faire la fête et c'est bien ce qu'ils ont prévu de faire. Donc ils arrivent à la ferme là où est organisée la fête, qui est située en périphérie de La Cygne. Vous voyez les lieux exacts. Pour accéder au bâtiment, il faut remonter une longue allée en gravier et l'endroit est isolé. On voit que la ferme, l'ancienne ferme là, est entourée de champs. Il y a un ruisseau qui coule à proximité. Ce ruisseau s'appelle le Middle Creek. Autant dire qu'on peut faire du bruit, on peut faire la fête sans déranger les voisins. Donc Justin, Alonso et les autres arrivent. Ils garent leur voiture. Et l'endroit est assez sombre, il n'y a pas d'éclairage. Il y a quelques personnes qui traînent autour de la maison. Certains boivent, d'autres fument des cigarettes. Et Alonso, à peine arrivé, il leur crie « Qui veut une bière ?» C'est le meilleur moyen de briser la glace. Et ça montre aussi le côté sympa d'Alonso. Apparemment, la majorité des gens qui sont présents à la fête ont entre 16 et 21 ans. Dans cette soirée, il y a au moins une 50aine de personnes. Et Alonso et ses copains connaissent très peu de monde au final. Ils retrouvent quand même un pote à eux qui s'appelle Adam. Mais à part lui, il y a très peu de monde venu de Gardner. Apparemment, ce sont surtout des locaux. Des gens qui sont plus du genre cow-boy apparemment. Au fond, Alonso, Justin, Daniel et Tyler, ils s'en moquent un peu. Eux, ils sont là pour s'éclater, pour faire la fête. Avec leur pote aussi Adam. Et voilà, c'est un peu une fête sauvage. Donc voilà, ils s'incrustent un peu, ils socialisent avec les gens, ils fument. Et bon, l'ambiance est bonne dans cette soirée. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'alcool, on va pas se mentir. Il y a de la fumée, sans fumer, les gens fument, voilà, des cigarettes, et peut-être aussi d'autres substances. C'est une soirée assez normale du Midwest américain. Il faut rappeler que dans les petites bourgades du Midwest américain, comme ça, les jeunes s'ennuient un petit peu le week-end, le samedi soir, et voilà, donc ils font la fête. C'est apparemment ce qui se passe ce soir-là. On ne sait pas trop à qui appartient cette maison, mais au fond, ça n'a pas trop d'importance. L'ambiance est assez bonne, donc certains jouent aux cartes, d'autres dansent. Donc l'atmosphère est plutôt bon enfant. Alonso a l'air de bien s'intégrer et de s'amuser. Il trinque avec les gens, il joue aux cartes.
Il a vraiment l'air de passer un bon moment. Lui qui est d'habitude plutôt calme, là il est un peu extraverti, il est vraiment de bonne humeur. Hein. C'est Tyler, l'un de ses copains, qui va le dire. Donc les minutes passent, la soirée se déroule normalement a priori, mais à un moment donné, Daniel voit quand même que Alonso s'embrouille avec un autre gars. Et craignant qu'il ne se batte, Daniel intervient et il tire un peu Alonso sur le côté. On peut facilement imaginer la scène, c'est vrai que vous savez, dans ce genre de soirée alcoolisée, dès qu'il y a un petit souci, ça peut vite partir en cacahuète. Donc voilà, bon, il y a une petite altercation, rien de bien méchant a priori quand même. Donc c'est une soirée un petit peu hors de contrôle, il n'y a pas d'encadrement, et il y a quelques tensions, forcément. Il y a beaucoup d'alcool, voilà, donc des fois les esprits s'échauffent. Et d'après Justin Sprague, quelques personnes présentes à la soirée ont un problème avec la couleur de peau d'Alonso. Justin va aussi dire que Alonso est apparemment la seule personne de couleur présente à la soirée. Mais qu'apparemment Alonso ça le dérangeait pas du tout. Il était plutôt cool, il passait vraiment un bon moment. Vers 23h, environ 1 heure après leur arrivée, Tyler décide de rentrer. Il dit au revoir à ses copains et rentre en voiture à Gardner. Une demi-heure plus tard, vers 23h30, Daniel, l'un des autres copains d'Alonso, reçoit l'appel d'un ami qui lui parle d'une autre fête. Et Daniel décide d'y aller. Il dit donc au revoir à Justin, Alonso et Adam, puis s'en va. Vous savez, c'est ça. Le samedi soir, apparemment, là-bas, il y a pas mal de soirées organisées. Les gens passent d'une soirée à l'autre. Voilà, c'est comme ça. Donc 2 des copains d'Alonso partent en une demi-heure et il se retrouve seul avec Justin et Adam à la soirée. Donc la soirée se poursuit et au fond il n'est pas tard, hein. Il n'est que 23h30. Donc tout le monde continue à faire la fête. Mais bon, à un moment donné, Justin a un petit souci, il se rend compte qu'il n'a plus de cigarettes. Donc il veut en taxer quelques-unes à Alonso, mais Alonso lui dit qu'il n'en a plus non plus. Justin décide donc d'aller en acheter. Il dit à Alonso, bah écoute, je vais aller en chercher, je reviens, je vais te ramener un paquet même. Voilà. Et il part donc en voiture, il laisse Alonso à la soirée, mais Alonso n'est pas complètement seul, parce qu'il y a encore un autre copain de la bande avec lui, un copain qui s'appelle Adam. Donc Justin part donc en voiture acheter des cigarettes, mais en repartant, il se trompe de route. Apparemment, il tourne à droite sur la route 152 au lieu de tourner à gauche pour revenir vers le centre-ville de La Cygne. Et selon ses dires, Justin se perd ensuite sur une route en gravier. Il faut dire que là, on est en pleine cambrousse, il n'y a aucun éclairage. Justin n'est jamais venu auparavant, donc voilà, en plus il a bu, il n'est pas en super forme, donc il se trompe, il se perd quoi. Il va expliquer donc qu'il manque de s'enliser et qu'il finit par se retrouver à environ 30 minutes de voiture au nord de la fête. Il est complètement perdu. Justin appelle donc son ami Adam, resté à la fête, et il lui dit de dire à Alonso qu'il est complètement paumé, quoi. Et Justin explique qu'au cours de l'appel, il entend Alonso se moquer de lui en arrière-plan. Et il entend même Alonso dire qu'il ne va jamais revenir à la fête. Le souci, c'est que, rappelez-vous, Justin devait ramener Alonso chez lui après la soirée. Et là, apparemment, ça ne va pas être possible. Et d'après Justin, il entend Alonso demander à Adam s'il ne peut pas le ramener chez lui après la soirée. Et c'est ce qui paraît convenu. Apparemment, Adam va ramener Alonso chez lui une fois que la soirée sera terminée. Donc là, le reste de la nuit passe et on est maintenant le lendemain matin, le dimanche 4 avril 2004. Et ce matin-là, Maria, la mère d'Alonso, reçoit un coup de téléphone chez elle. C'est un ami de son fils qui lui demande si Alonso est là. Maria lui répond que normalement oui. Elle va donc dans sa chambre et là, elle se rend compte que non seulement il n'est pas là, mais qu'apparemment il n'est pas rentré de la nuit. Parce que le lit n'est pas défait. Et là, c'est vraiment très inhabituel. Parce que Alonso rentrait toujours dormir chez lui, même les rares fois où il sortait. Un petit peu inquiète, Maria appelle les autres copains d'Alonso. Elle leur demande s'ils savent où est Alonso. Et les copains qui étaient avec lui à la soirée lui expliquent que la dernière fois qu'ils ont vu Alonso, il était toujours à la soirée.
Rappelez-vous qu'ils sont partis à 23h et 23h30. Maria appelle aussi Justin, qui était censé ramener Alonso, et Justin tombe un peu des nues et il lui explique qu'il était convenu que ce soit Adam qui ramène Alonso. Seulement, il semblerait que les choses se soient passées autrement. Là, il y a un certain flou qui règne. Justin ne sait pas trop en fait ce qui s'est passé. Apparemment, peut-être que Adam serait parti sans Alonso, croyant que Alonso avait déjà quitté la soirée. Bref, il y a eu un cafouillage. Il faut dire que tout le monde avait pas mal bu aussi. En résumé, personne ne sait où se trouve Alonso. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que Alonso ne donne plus de ses nouvelles. De plus en plus angoissée, Maria, sa mère, passe donc un coup de fil à Rodney, son ami d'enfance. Rodney English. Rodney vit toujours à Topeka et quand il apprend la nouvelle, Rodney sent tout de suite que quelque chose ne va pas. Rodney se rend donc assez vite à Gardner où il retrouve Justin, le copain d'Alonso, et tous les deux se rendent donc à la Cygne où la fête avait été organisée la veille. Donc là, évidemment, c'est différent parce qu'il fait jour. La ferme qui avait été louée, mais bon, on ne sait pas trop en fait, parce qu'il semblerait que les locataires avaient été expulsés, c'est pas très clair. La ferme est maintenant complètement déserte, il n'y a plus personne aux alentours, et Alonso n'est nulle part en vue. Rodney et Justin vont inspecter un peu plus loin autour de la ferme, ils vont même aller jusqu'à la lisière du bois. Ils pensent que peut-être que dans le cas où Alonso aurait été ivre, il aurait peut-être décidé de dormir sur place, de dormir dehors à la belle étoile. Mais là encore, il n'y a personne. Au bout d'un moment, Rodney, il est un peu déconcerté, donc il ne sait plus trop quoi faire. Donc il marche jusqu'au bout de l'allée, en gravier. Il traverse la route 152, la fameuse route qui passe devant la ferme, et il regarde autour. Et là, à un moment donné, il voit juste devant lui, quasiment en face de la sortie de l'allée en gravier, là, sur le bas-côté, dans l'herbe, il repère une boots et un bonnet. Et pour lui, il n'y a pas de doute, il s'agit bien des affaires d'Alonso. L'autre boots d'Alonso sera trouvée vers la droite, sur la berge de la rivière, un peu plus loin. Et Rodney a l'impression que c'est comme si quelqu'un avait jeté ses objets par la fenêtre d'une voiture en quittant la ferme. Donc ces trouvailles ne sont pas rassurantes et Rodney a expliqué qu'à ce moment-là, un véhicule de type 4x4 serait arrivé à leur hauteur et un homme au volant du véhicule leur aurait demandé de partir. À ce stade-là, Rodney a vraiment la confirmation qu'il s'est passé quelque chose de louche. Oui, mais quoi? Tout ça est d'autant plus louche qu'en plus il y a des rumeurs. Daniel et Tyler, les copains d'Alonso, ont notamment témoigné pour dire que la Cygne était apparemment une ville toute blanche où il y avait pas mal de racisme. Suite à sa visite sur place, Rodney est très inquiet. Il s'inquiète beaucoup pour son copain Alonso et il en veut aussi à quelqu'un. Il en veut à Justin. Il reproche à Justin d'avoir laissé Alonso tout seul à la soirée, de ne pas l'avoir ramené. Pour se défendre, Justin affirme que il était convenu que ce soit Adam qui le ramène. Alonso s'amusait comme un fou à la soirée quand il est parti. Il n'y avait pas d'animosité dans l'air, l'ambiance était très bonne. Cependant, Rodney ne peut pas s'empêcher de continuer à en vouloir à Justin, tout comme Maria, la maman d'Alonso, qui, elle non plus, ne comprend pas pourquoi Justin a laissé Alonso seul à plus d'1 heure de route de chez lui, dans cette fête où il ne connaissait quasiment personne. Plus ça va, plus Maria est angoissée, et donc le dimanche, elle se rend au poste de police pour signaler la disparition d'Alonso. Cependant, on lui répond, et c'est assez habituel, qu'il faut attendre 48 heures pour le déclarer disparu. Informé qu'un jeune homme est porté disparu à la Cygne, Paul Fila, donc un adjoint du shérif du comté de Lynn, se rend tout de même sur le lieu de la fête à la Cygne. Et il constate qu'il n'y a personne dans la ferme ni à l'extérieur. L'adjoint du shérif marche le long du petit cours d'eau, la Middle Creek, et il ne constate aucun signe de la présence d'Alonso. Le dimanche soir, Maria, donc la maman d'Alonso, est toujours très angoissée et elle appelle Billy, le grand frère d'Alonso, pour l'informer de la situation. Le lundi 5 avril 2004, Billy et son épouse
vont donc à Lassigne. Ils se rendent eux-mêmes sur place pour explorer les lieux, pour essayer de retrouver Alonso. Ils réussissent à contacter le propriétaire de la ferme où était organisée la fête. Et celui-ci les informe que les locataires ont été expulsés. La ferme est désormais inoccupée. Donc Billy se rend tout de même sur place et il fouille les environs de la ferme, sans rien trouver. Billy et sa femme vont ensuite au commissariat de Lassigne pour signaler la disparition d'Alonso. Ils rencontrent le shérif du comté de Lynn, qui s'appelle Marvin Stites, qui se veut rassurant. Le shérif leur dit qu'Alonso va sûrement rentrer chez lui d'un moment à l'autre. Il doit être en train de se balader, leur dit-il. Et la femme de Billy lui répond: vous connaissez beaucoup de gens qui se baladent sans leurs chaussures? Parce que c'est vrai que Alonso n'avait plus ses chaussures, vu qu'on les a retrouvées non loin de la ferme. Et c'est pas tout. Il faut savoir qu'en plus, il a plu durant la nuit, du samedi au dimanche, sans chaussures, fatigué, en pleine nuit, sous la pluie, dans une région qu'il ne connaissait pas. Ça n'était pas les meilleures conditions pour faire une promenade. Une promenade de 70 km pour rentrer chez lui. Le mercredi 7 avril 2004, le KBI, Kansas Bureau of Investigation, est chargé de l'enquête sur la disparition d'Alonso. Le bureau du shérif du comté de Lynn intervient en soutien. Quelques jours après la disparition d'Alonso, d'importantes recherches sont organisées autour de la ferme de Lassigne. Des agents du KBI fouillent à pied la zone avec des chiens. Un hélicoptère du Kansas Highway Patrol survole le secteur. En vain, on ne trouve aucune trace d'Alonso. Le 10 avril 2004, le FBI se joint à l'enquête. En effet, la police fédérale étudie la possibilité qu'Alonso ait été victime d'un crime haineux. Car, si l'on en croit des témoins présents la soirée, il aurait été menacé et la cible d'insultes racistes. Le 12 avril 2004, des plongeurs de l'équipe de sauvetage aquatique de l'East Summit sondent la Middle Creek. À l'époque, le point le plus profond de la rivière, qui est plutôt un ruisseau, ne fait que 90 cm. 3 plongeurs partent du pont et explorent la rivière sur environ 200 mètres. Les broussailles sur les berges sont également méticuleusement fouillées, mais on ne trouve rien. En parallèle des recherches sur le terrain, la police enquête sur la disparition d'Alonso. Le KBI et le FBI mènent des centaines d'interrogatoires. Des témoins passent au polygraphe, abusivement surnommé détecteur de mensonges, mais toutes les investigations ne déboucheront sur aucune piste sérieuse. Les enquêteurs restent sur l'idée que Alonso, probablement seul, a essayé de rentrer chez lui à pied en fin de soirée. Cependant, ses amis n'y croient pas, car Lassigne est distante de 70 km de Gardner. Alonso ne portait plus ses chaussures, comme je vous ai dit, et en plus, il avait mal à la cheville, rappelez-vous. Donc ce scénario paraît complètement impossible aux proches d'Alonso. De son côté, Billy est, comme Rodney et Maria, la maman, persuadée qu'un événement très grave est arrivé à son petit frère. Avec les autres membres de la famille Brooks, Billy veut mener ses propres recherches autour de la ferme de Lassigne. Il demande l'autorisation au bureau du shérif du comté de Lynn, mais ce dernier refuse. Et il explique qu'il refuse parce qu'il le cherche déjà sur place. Pendant 3 semaines, Billy appelle chaque jour le bureau du shérif pour faire la même demande. En vain, c'est à chaque fois un refus. On lui demande même de ne plus appeler parce qu'ils sont sur l'affaire. Il leur explique qu'ils travaillent déjà sur l'affaire et qu'ils les recontacteront plus tard en temps voulu. Bon, ça peut paraître choquant, mais bon, il faut être honnête intellectuellement, c'est un problème qu'on retrouve souvent dans les affaires de disparition, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Souvent, les autorités tiennent un peu à l'écart les familles, ils ne les informent pas toujours de ce qu'ils font. C'est un problème assez courant, malheureusement, de communication. C'est effectivement le cas dans l'affaire Alonso Brooks. La famille est un peu tenue à l'écart, on les empêche de chercher sur place parce que apparemment il y a une enquête de police. Voilà. Donc là, les jours vont passer et on est maintenant le 1er mai 2004, presque un mois après la disparition d'Alonso. Et le bureau du shérif du comté de Lynn, qui n'a toujours aucune piste, voilà, autorise enfin la famille Brooks à se rendre à Lassigne pour tenter leur chance, entre guillemets.
Il leur dit, bah écoutez, nous on a cherché, on n'a rien trouvé, bah allez-y, faites ce que vous pouvez. Beaucoup de membres de la famille d'Alonzo Brooks, ainsi que d'autres volontaires, vont venir sur place pour mener leurs propres recherches. Donc ce jour-là, il y a pas mal de volontaires qui sont sur place pour inspecter les lieux, une énième fois, et parmi les volontaires, il y a une femme qui s'appelle Karen Turner. Donc Karen fait comme les autres, là. Elle explore les environs, et à un moment donné, elle s'approche de la Middle Creek, le ruisseau là, qui coule le long de la ferme, et elle voit quelque chose. Et ce qu'elle voit est plutôt perturbant. Elle voit sur un tas de branches et de broussailles quelque chose. Et cette chose est un corps en décomposition. Et c'est le corps d'Alonzo. Donc évidemment, elle prévient les autres. C'est un peu l'affolement général. Billy accourt et il veut même aller chercher son frère, son petit frère. Il commence à descendre pour aller le chercher. Mais là, l'oncle d'Alonzo, Edward Ramirez, retient Billy. Il lui dit non, n'y va pas, faut pas le toucher, Évidemment, parce que quand on trouve un cadavre, il faut essayer d'éviter de le toucher parce qu'on risque de le contaminer, quoi. On peut aussi effacer d'éventuelles preuves. Voilà, donc là, c'est vraiment terrible. On a retrouvé Alonzo, on a retrouvé son cadavre. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que le corps ne se situait qu'à 200 mètres de la ferme. Bien entendu, la famille Brooks prévient tout de suite les autorités, et là, de nombreux policiers appartenant au bureau du shérif du comté de Lynn, au FBI, au KBI, arrivent sur place. Et on retire le cadavre d'Alonzo de la rivière. Le corps est emmené en ville à des fins d'autopsie. Notez que quand on l'a trouvé, Alonzo portait toujours ses vêtements sur lui, à part son bonnet et ses chaussures, qui avaient été retrouvés pas loin de la ferme par son ami Rodney English, rappelez-vous. On a récupéré sur Alonzo plusieurs objets lui appartenant, une bague, un briquet et son portefeuille qui contenait notamment de l'argent, 5 billets et des pièces de monnaie. Le portefeuille contenait encore sa carte d'identité et aussi une carte d'abonnement de cinéma. L'autopsie d'Alonzo est réalisée par le docteur Eric Mitchell et le médecin légiste constate que le corps est décomposé mais qu'il ne présente aucune fracture ou blessure, que ce soit par arme blanche ou arme à feu. Et rien n'indique qu'Alonzo ait été battu non plus. Selon le légiste, Alonzo n'avait pas d'eau dans les poumons, ce qui suggère qu'il n'a donc pas succombé à une noyade. Mais bon, rien ne permet de le confirmer selon le docteur Mitchell. Alonzo aurait peut-être pu être étranglé, mais les tissus mous de son cou ont été très endommagés par les insectes et les animaux. Par conséquent, il est impossible de l'affirmer avec certitude. Au terme de l'autopsie, le docteur Mitchell, donc le coroner du comté de Lynn, déclare qu'il n'est pas en mesure de déterminer la cause du décès. La cause de la mort d'Alonzo reste inconnue. De son côté, la police locale, qui est soutenue par le FBI et le KBI, mène une enquête sur la disparition et la mort d'Alonzo. Mais autant vous dire que toutes les investigations mèneront dans une impasse. Aucune arrestation ne sera effectuée. Lors de l'enterrement d'Alonzo au cimetière de Topeka, sa famille est dévastée. Billy ne croit pas à la mort accidentelle de son frère. Il a la conviction qu'il a été victime d'un homicide. En effet, comment expliquer que les forces de l'ordre aient manqué le corps d'Alonzo dans le ruisseau alors que sa famille l'a trouvé en moins de 30 minutes? Les autorités sont quasi certaines que la dépouille d'Alonzo n'était pas là lors des recherches officielles. Les plongeurs de l'équipe de sauvetage aquatique de l'East Summit ont indiqué que le niveau du ruisseau était bas quand ils l'ont vérifié. Par conséquent, ils l'auraient forcément repéré. Si un corps avait été là, il l'aurait vu. Le cadavre d'Alonzo aurait pu être placé dans le cours d'eau après les recherches officielles. C'est une explication qui vient à l'esprit. Selon Billy, Alonzo n'avait pas l'air d'avoir passé un mois dans l'eau. Idem pour les documents retrouvés dans son portefeuille, qui étaient très peu endommagés. De plus,
Billy avait informé le shérif du comté de Lynn qu'il allait procéder à de nouvelles recherches le 1er mai 2004. L'information a donc pu fuiter et parvenir aux oreilles de criminels qui en ont profité pour se débarrasser du corps. Billy est convaincu que Alonzo n'était pas là lors des recherches officielles, donc il a été assassiné et qu'on a ramené son corps. Mais tout le monde ne partage pas cet avis. Le coroner du comté de Lynn, le docteur Mitchell, estime que les secours ont pu louper le corps d'Alonzo. Ils ont pu rater son cadavre dans le cas où il aurait flotté sur la rivière. Sachant que le niveau de la Middle Creek a varié durant le mois à cause des précipitations, il aurait peut-être pu se déplacer d'un endroit à un autre. Billy ne croit pas à ces explications, il reste persuadé que quelqu'un a fait du mal à son petit frère pour un motif assez clair, la couleur de sa peau. Alonzo aurait été victime d'un crime haineux. Et c'est vrai que cette théorie d'un crime raciste circule beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet, où l'on peut lire des théories qui sont parfois un peu folles. On lit qu'Alonzo aurait été pourchassé dans l'allée de la ferme et attaqué par des fêtards, ou bien qu'il aurait été enfermé dans le coffre d'une voiture et torturé avant d'être assassiné. Une rumeur paraît beaucoup plus crédible. Alonzo aurait flirté avec une fille blanche lors de la soirée, ce qui aurait fortement déplu à certains participants. En particulier à son petit ami, le membre d'une famille puissante de Lassignes. Alonzo aurait donc été tué et son corps conservé dans un congélateur avant qu'on ne se débarrasse de celui-ci dans la Middle Creek. Bien entendu, aucune preuve solide et incontestable ne vient prouver cette théorie, qui reste donc au stade de la rumeur. Par la suite, les années vont s'écouler sans que la lumière soit faite sur la disparition et la mort mystérieuse d'Alonzo. La famille Brooks va rester seule avec ses angoisses et ses questions sans réponse. Côté justice, le dossier est en sommeil faute d'éléments nouveaux. Et c'est à peine croyable, il va falloir attendre 15 ans pour que les choses ne bougent à nouveau. En 2019, le bureau du procureur du district du Kansas et le FBI rouvrent l'enquête sur la mort d'Alonzo Brooks, décédé dans des circonstances jugées très suspectes. En juin 2020, le FBI annonce qu'une récompense de 100 000 $ est offerte pour toute information permettant à l'arrestation et à la condamnation de toute personne responsable de la mort d'Alonzo. En juillet 2020, toujours, le corps d'Alonzo est exhumé par le FBI dans le cadre de la nouvelle enquête. En avril 2021, il y a très peu de temps, un énorme rebondissement survient. Le FBI fait savoir que, suite à une nouvelle autopsie, la mort d'Alonzo Brooks est considérée comme un homicide. En effet, les blessures constatées sur son corps se sont révélées incompatibles avec les schémas normaux de décomposition. La police fédérale ne donne pas davantage de précisions pour préserver le secret de l'enquête. Aujourd'hui, la police fédérale continue d'investiguer sur le dossier. Nous restons déterminés à découvrir la vérité sur le meurtre d'Alonzo Brooks et à veiller à ce que les responsables soient punis, a déclaré Timothy Langan, l'agent spécial du FBI en charge de l'affaire. C'est tout ce qu'il faut souhaiter aux proches, à la famille d'Alonzo, ce jeune homme parti trop tôt. Voilà pour les faits, nous allons passer maintenant à la partie commentaires et analyse. La disparition et la mort d'Alonzo Brooks sont vraiment très mystérieuses et très révoltantes, j'ai envie de dire. On éprouve beaucoup de peine pour ce jeune homme et puis surtout sa famille, sa maman Maria, son frère Billy, etc. La disparition et la mort d'Alonzo Brooks sont très mystérieuses. Ces dernières années, une grosse avancée a été faite dans l'enquête, mieux vaut tard que jamais. Et il est désormais établi, selon l'FBI, que Alonzo Brooks a été victime d'un acte criminel. Cependant, les circonstances entourant la fin de ce jeune homme demeurent très obscures encore à l'heure actuelle. Si quelqu'un a effectivement ôté la vie d'Alonzo Brooks, ce 3 avril 2004, le ou les coupables n'ont toujours pas été identifiés à l'heure actuelle. Mais ce n'est qu'une partie du mystère, on va voir qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans le dossier, des zones d'ombre que nous allons passer en revue. Mais avant toute chose, on va se pencher sur la question du mobile d'un éventuel crime sur Alonzo. Je commençais par dire qu'à mon avis, Alonzo n'avait pas forcément conscience du risque
du danger qu'il courait en allant avec ses copains à cette soirée de la Cygne. En effet, Alonso et ses copains n'étaient pas de la Cygne. Ils venaient de Gardner et ne connaissaient quasiment personne sur place. Et on sait que, comme partout dans le monde, il existe parfois des rivalités entre bandes de jeunes, qu'il s'agisse de villages à la campagne ou de cités en ville. Parfois, il suffit juste de venir d'un autre endroit, de ne pas être du coin, pour provoquer l'hostilité et être vu comme des ennemis. C'est triste, mais c'est comme ça. Raison suivante, Alonso n'avait pas l'habitude de sortir. Et là, il a suivi ses amis. Justin en tête, qui avait l'habitude de s'incruster, entre guillemets, dans des soirées. Vu que Justin et ses copains n'avaient pas été officiellement invités à cette soirée de la Cygne, ils ont donc pu passer éventuellement pour des intrus. Autre raison, la soirée organisée à la Cygne n'avait rien d'officiel. C'était plus une soirée un peu sauvage, avec aucun encadrement. L'alcool coulait à flot, la drogue circulait, on va pas se mentir. Aussi, on peut très bien imaginer l'ambiance explosive des lieux. Le FBI a d'ailleurs révélé récemment que ce soir-là, une autre soirée, une autre fête était organisée à la Cygne et que suite à une bagarre, des participants l'avaient quitté pour aller à celle où était Alonso. Et donc au cours de la nuit, au moins 100 personnes étaient présentes dans la ferme. J'ai même lu 200 personnes. C'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas il n'y avait pas que 50 personnes. Et la police a reconnu que plusieurs bagarres avaient éclaté à l'extérieur de la ferme dans laquelle était Alonso. Donc j'ai envie de dire que déjà à la base, la sécurité d'Alonso n'était pas assurée à cette soirée, surtout qu'en plus il avait bu lui-même. Il faut savoir que quand on a bu, on est parfois aussi plus vulnérable, on est moins apte à se défendre. Personne n'était vraiment en sécurité à cette soirée, c'était une soirée un peu sauvage, voilà, un peu hors de contrôle aussi, il faut dire. J'en viens maintenant à la couleur de la peau d'Alonso. Il a été dit que Alonso avait été la cible d'insultes racistes au cours de cette soirée, que les habitants de la Cygne n'aimaient pas les Noirs, et qu'Alonso aurait donc pu être victime d'un crime haineux. C'est tout à fait possible, il faut être réaliste. Cette hypothèse est toujours étudiée par le FBI. L'élément déclencheur d'une agression aurait été peut-être que Alonso aurait flirté avec une jeune fille blanche, la copine d'un des participants de cette fête qui était un local, c'était un gars du coin. Ça a pu arriver, c'est très très clair. Je veux dire, on est aux États-Unis, on sait qu'il existe du racisme aux États-Unis, ça n'est pas un scoop. Il y a du racisme aux États-Unis, comme partout dans le monde. Le crime haineux est clairement l'hypothèse soutenue par l'émission de Netflix Unsolved Mysteries. Ceci dit, le programme de Netflix a omis de donner quelques informations intéressantes. Des informations que je vais me faire un devoir de vous donner, parce que moi, je recherche la vérité aussi, hein, comme toujours dans toutes ces affaires. Et je trouve que c'est quand même important de ne pas omettre certaines informations. Il faut essayer d'être le plus objectif possible, le plus équitable, voilà, quand on cherche la vérité. Donc moi, je vais vous donner des informations complémentaires. Contrairement à ce qui a été dit, Alonso n'était pas la seule personne de couleur à cette soirée, par exemple. Le FBI a lui-même confirmé, et cette information provient du site officiel du FBI, que 2 autres personnes afro-américaines, en plus d'Alonso, étaient présentes à cette soirée. Et c'est pas tout. Ces 2 autres personnes afro-américaines auraient été questionnées et elles n'auraient entendu aucune insulte raciste ce soir-là. Donc là, on a un autre son de cloche. De plus, ça ne colle pas trop avec la version des faits donnée par Justin Sprague. On va en parler dans quelques minutes. Parce que de l'avis de tout le monde, Alonso s'amusait comme un fou à cette soirée. Et s'il avait été victime d'insultes, si on s'en était pris à lui, je pense pas que ça aurait été le cas. Je pense qu'il aurait peut-être décidé de partir. Il aurait sans doute demandé à ses copains, Daniel et Tyler, et encore plus tard Justin, de partir avec eux. Il avait l'occasion de quitter cette soirée. Non, il a préféré rester parce qu'il s'éclatait, il s'amusait, il passait un bon moment. Donc déjà, on voit qu'au niveau du mobile du crime, le crime haineux, entre guillemets, ça n'est pas aussi évident que ça, quoi.
Quand on a connaissance des informations complémentaires que je viens de vous donner, quand on se rappelle des déclarations des uns et des autres, quelque chose qui cloche là-dedans. Contrairement aux apparences, l'affaire Alonzo Brooks comporte beaucoup de zones d'ombre. Il y a notamment ce mobile, le mobile du crime qui n'est pas aussi clair qu'on aurait pu penser, mais il y a aussi pas mal de points qui posent question. Je vais présenter maintenant les différentes zones d'ombre. Tout d'abord, la cause de la mort. Ma question est simple, pourquoi n'a-t-on trouvé aucune blessure sur le corps d'Alonzo? S'il a effectivement été victime d'une agression, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun signe de violence sur son corps? Parce que, imaginons la scène. On est, rappelez-vous du contexte, dans une soirée alcoolisée. Alonzo aurait tout à fait pu discuter, socialiser avec une jeune fille de la soirée, une jeune fille blanche en l'occurrence, et ça aurait pu être la copine d'un autre gars de la soirée, voilà, et ça aurait pu provoquer la colère de celui-ci, voilà, il aurait été jaloux, et il aurait décidé tout bonnement de lui faire payer, voilà. C'est une situation assez classique, quelle que soit la couleur de la peau. Il est tout à fait possible que le copain jaloux ait décidé de se venger d'Alonzo un peu plus tard dans la soirée, et qu'il soit pris à lui, à l'extérieur de la ferme, évidemment. On n'aurait pas fait ça devant tout le monde, devant une tonne de témoins, à l'intérieur du bâtiment, mais il aurait très bien pu retrouver Alonzo un peu plus tard, dehors, et à l'abri des regards, le tabasser avec l'aide d'amis. Parce que bon, Alonzo était assez costaud, il était sportif, il avait la possibilité de se défendre, mais bon, contre 3 ou 4 gars, là ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et puis avec l'alcool, avec la colère, on peut très bien imaginer que le copain de la jeune fille qui avait dragué Alonzo se serait déchaîné avec ses potes sur lui, quoi. Il l'aurait battu à mort, il l'aurait tapé, il lui aurait donné des coups de pied, ils auraient même pu utiliser des armes, hein, une arme blanche ou une arme à feu. Il faut se rappeler qu'on est au Kansas. Et au Kansas, la loi prévoit qu'on peut porter une arme à feu sans permis à partir de 21 ans. Et on en trouve partout aux États-Unis, hein. Il faut savoir qu'il y a plus de 250 millions d'armes à feu en circulation dans ce pays. Donc voilà pourquoi moi je m'interroge. Pourquoi est-ce que si Alonzo a effectivement été victime d'une agression, quel que soit le motif, qu'il soit raciste, qu'il soit une vengeance, pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé la moindre blessure sur le corps d'Alonzo? Ça pour moi c'est quand même un mystère. Alonzo aurait peut-être pu être étranglé, rappelez-vous, du résultat de l'examen post-mortem. Les tissus mous de son cou étaient très endommagés, grignotés par les insectes et les animaux, donc le légiste n'avait pas été en mesure de déterminer si il avait été étranglé ou non. Mais bon, peut-être qu'il aurait pu le voir quand même, parce qu'en général, l'os hyoïde est brisé. Là, on n'a pas d'indication sur cet os. Est-ce que Alonzo aurait été étranglé? C'est possible, mais bon, j'ai quand même un doute. Il faut se rappeler du contexte de l'agression, la colère. On était chez des ruraux. Justin et ses copains ont décrit les gars du coin un peu comme des cow-boys. Je vois mal un cow-boy étrangler Alonzo. Je le vois plus utiliser une méthode un peu plus violente, porter des coups, voire utiliser une arme à feu, tout simplement. Hein. Qui dit cow-boy dit arme à feu. Donc l'étranglement, j'y crois pas trop, mais bon, c'est possible, attention. Donc en résumé, encore une fois, je trouve que l'absence de blessure sur le corps d'Alonzo me paraît étrange, vu le contexte et aussi le profil des participants de la fête où il a perdu la vie. Zone d'ombre suivante, la réapparition bizarre du corps d'Alonzo. Vous allez voir que c'est vrai que quand on réfléchit 2 secondes, ça n'a pas de sens. Car si Alonzo a fait effectivement l'objet d'un crime lors de cette soirée, et si son corps a été emporté, comme on pourrait être en droit de le penser, vu qu'il n'était pas là les jours suivants, les semaines suivantes, le ou les coupables de la mort d'Alonzo n'avaient strictement aucun intérêt de le ramener un mois plus tard. Parce que pas de corps, pas de crime, comme on dit. En l'absence de cadavre, ça crée un doute. Et ça perturbe le travail des enquêteurs aussi. Parce que
Tant qu'on n'aurait pas retrouvé le corps d'Alonso, on aurait pu penser qu'effectivement, il était toujours en vie et qu'il aurait pu partir. Voilà, c'était la thèse soutenue par les autorités à l'époque. Ils avaient dit, il est parti faire une balade, il est parti à pied quelque part, voilà, il a peut-être malheureusement pu périr dans un accident. Vous voyez, même si ça paraissait assez peu plausible, il pouvait quand même y avoir un doute. Parce qu'on sait que dans ce genre de soirée, vous savez, les soirées qui sont organisées à la campagne, comme ça, de manière un peu sauvage, je pense par exemple au Rêve Party en France, c'est pas organisé, ça peut partir un peu en sucette de temps en temps. Il y a beaucoup de personnes qui boivent et puis qui prennent des substances illicites par moment. Il arrive que certains d'entre eux périssent. On a eu une affaire comme ça récemment en France. Donc pourquoi pas ça aurait pu quand même rester dans le domaine du possible. Et en termes d'intelligence criminelle, ramener le corps d'une victime qu'on avait emporté sur le lieu de la disparition, un mois plus tard, c'est complètement stupide. Il aurait été bien plus malin de l'enterrer très très loin, à des kilomètres de là, dans une forêt, là où vous serez sûr qu'il ne serait jamais retrouvé. Parce qu'encore une fois, vous mettez fin au doute. Alonso aurait peut-être pu partir, ou alors périr ailleurs dans un accident. Non, là, il ramène le corps juste là. Et c'était pas malin de ramener le corps aussi, pour une autre raison. Les criminels risquaient de se faire repérer en redéposant le corps à 200 mètres de la ferme. Rappelez-vous qu'on a une route là qui passe juste à côté, la route 152, et il y a beaucoup de trafic sur cette route. Il y a beaucoup de camions qui passent là. Donc ils risquaient peut-être de se faire repérer. De plus, les criminels pouvaient laisser des traces aussi, des indices sur place, lorsqu'ils ont peut-être redéposé le corps. Donc ça n'a vraiment pas grand sens de faire une chose pareille un mois après les faits. Ils avaient plus intérêt à faire le mort, j'ai envie de dire, et à se débarrasser peut-être du corps ailleurs. Donc ramener ce corps, ça n'était pas logique d'un point de vue criminel, mais bon, ils ont peut-être fait une erreur. Comme je dis souvent, heureusement que les criminels font des erreurs, sinon on n'en attraperait jamais. Là, le ou les responsables du décès d'Alonso ont peut-être pris peur. Ils ont peut-être eu peur que la police vienne faire des perquisitions chez eux ou à l'endroit où ils avaient stocké le corps d'Alonso. Ils ne savaient pas quoi faire de ce corps, ils ont décidé de le redéposer près de l'endroit où il avait disparu. Encore une fois, c'était un choix un peu bizarre. C'était un choix qui était risqué, il aurait été bien plus malin de s'en débarrasser en pleine campagne ou dans une forêt du Kansas. Ça manque pas là-bas. Mais bon, pourquoi pas, ça pourrait être une explication. On va maintenant passer à la zone d'ombre suivante. Les déclarations de Justin Sprague. Il semblerait que Justin Sprague, l'une des dernières personnes à avoir vu Alonso, ait souvent varié dans son récit de la soirée fatale. D'après Maria, la mère d'Alonso, Justin a changé 6 fois son histoire. Le lendemain des faits, quand il est retourné à la cygne avec Rodney, l'ami d'enfance d'Alonso, Justin lui a dit que sa voiture était tombée en panne, le samedi soir. Il n'a rien dit à propos de cette perdue. Il a dit que sa voiture était tombée en panne et qu'il devait la réparer sur le bord de la route. C'était quelque chose que vous ne pouviez même pas réparer comme ça, par vous-même, dans le noir, comme une pièce cassée ou quelque chose comme ça. Justin est plein de... a déclaré Rodney dans les médias. Rodney n'a pas l'air d'aimer beaucoup Justin. Moi, je me pose des questions sur Justin. Par exemple, quand il s'est soi-disant égaré après avoir quitté la soirée pour aller acheter des cigarettes, pourquoi est-ce qu'il n'a pas appelé directement Alonso sur son téléphone portable? Il a appelé à la place un ami, nommé Adam. Alors je ne sais pas, il est peut-être possible qu'Alonso n'ait pas de téléphone portable à l'époque, ce qui semble un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas après tout? Moi je m'interroge, je me demande si cet Adam existait réellement, parce que il n'a jamais été identifié clairement par la suite, à la différence des autres amis d'Alonso. On connaît par exemple les noms de famille de Daniel, Tyler, et cet Adam, on ne sait rien sur lui, il n'a jamais été interviewé dans les médias, il n'apparaît pas non plus dans le documentaire de Netflix. Je crois qu'on ne parle même pas de cet Adam. Et moi, cet Adam, j'ai vraiment un doute sur son existence réelle. Alors attention, je ne suis pas en train d'insinuer que Justin Sprague aurait joué un rôle dans la disparition et la mort d'Alonso. Non. Mais par contre, il a peut-être
inventé l'existence de cet Adam pour masquer le fait qu'il a laissé Alonso seul dans cette soirée, une soirée qui était potentiellement dangereuse. Autre information qui n'a pas été donnée par l'émission Unsolved Mysteries, l'émission Netflix, qui est pas mal, hein, qui est pas mal, elle est bien faite. La seule chose que je lui reproche, c'est de ne pas avoir donné toutes les infos. Et pourtant, il y a une information qui est quand même importante, c'est que Justin, lorsqu'il a quitté cette soirée, il n'était pas seul dans sa voiture. Non, il y avait un autre ami avec lui. Et après leur incident de voiture, entre guillemets, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, ou même si ça s'est vraiment passé, Justin et son copain ne sont pas rentrés chez eux à Garner. Non, ils sont apparemment allés dans une station-service où ils ont retiré 200 $ à un distributeur automatique. On en est sûr parce qu'en plus, ils ont été filmés par une caméra de vidéosurveillance. Et ils ont ensuite terminé la nuit dans un club de striptease dont ils ont été expulsés parce qu'ils étaient alcoolisés et sous l'influence de produits stupéfiants. Donc selon toute apparence, la dernière personne à avoir vu vivant Alonso n'a peut-être pas dit toute la vérité, parce qu'il était prévu normalement qu'il ramène Alonso chez lui et que les choses se sont passées autrement. Tout ça n'aurait peut-être pas été aussi grave si bien sûr on n'avait pas retrouvé Alonso décédé dans des circonstances inexpliquées. L'une des seules choses sûres dans ce dossier qui est quand même assez obscur, c'est que quelqu'un sait forcément quelque chose à la scie ou ailleurs. Est-ce que même les amis d'Alonso ont dit la vérité, toute la vérité? Je ne sais pas. En conclusion, l'affaire Alonso Brooks, c'est une affaire qui est quand même assez complexe. Elle peut paraître assez simple en apparence, mais quand on creuse un peu dans le détail, on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Il y a quand même pas mal d'incohérences, on ne sait pas trop quoi penser. Apparemment, le FBI a l'air assez sûr de lui. Il penche vraiment maintenant vers un acte criminel. On attend d'en savoir plus. Espérons qu'on va avoir des éclaircissements dans les mois, voire dans les années qui viennent. Est-ce que Alonso a effectivement été victime d'un crime? Et dans ce cas-là, quel était le mobile? Est-ce que c'était vraiment un crime haineux? Ou alors motivé pour d'autres raisons? On ne sait pas. Est-ce que l'explication ne pourrait pas être tout autre aussi? Parce que c'est vrai que ce corps qui est réapparu comme ça, ça paraît étrange aussi. Je dois vous avouer que j'ai du mal à trancher dans cette affaire, vraiment à me faire une intime conviction. C'est pas le cas dans toutes les affaires. Je parlerai dans les mois prochains d'affaires dans lesquelles j'ai vraiment une idée très forte sur l'identité du ou des coupables. Mais là, je suis un petit peu dans le brouillard, je dois dire. Et d'ailleurs, ça m'intéresserait aussi de lire vos théories dans les commentaires. N'hésitez pas, c'est toujours intéressant à lire. Tout ce que je souhaite en tout cas, c'est que justice soit rendue à ce jeune homme qui vraiment a perdu la vie dans des circonstances assez glauques. Je pense aussi beaucoup à sa famille, à son frère Billy, à sa mère aussi, Maria, qui ont vraiment été dans la douleur pendant des années. Il faut bien avoir l'esprit que pendant 15 ans, elles ont été vraiment laissées de côté finalement. Hein. Les rebondissements sont très récents. Mais entre 2004 et 2020, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Voilà, donc vraiment, j'espère que si Alonso a été victime d'un crime abject, eh bien que le ou les coupables seront identifiés et jugés et qu'ils paieront pour leur crime. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter aux proches d'Alonso. Et voilà, que justice soit rendue. Il n'y a rien de pire que les dénis de justice. Voilà, donc c'était l'affaire Alonso Brooks. Je vais continuer à suivre de près cette affaire. J'espère qu'on va avoir de nouvelles informations dans l'avenir. J'espère que cette émission vous a plu. Et donc si c'est le cas, de réflexe, vous likez l'émission et puis aussi vous abonnez à la chaîne pour ceux qui n'ont toujours pas franchi le pas. Voilà. Donc je vais vous laisser. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères. Et en attendant, ne disparaissez pas.